Bonjour à tous, bon après-midi. Je ne sais pas trop comment je dois le prendre, le fait de passer après le repas et après le quiz manchot. Je reviendrai. Non, c'est... alors moi, je vais vous parler d'annotation génomique et de biocuration. En fait, nous, les biocurateurs génomiciens, on est un petit peu les fourmis laborieuses de la bioanalyse. C'est pas toujours très populaire comme pratique. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais, mais bon, vous cherchez la petite bête, vous êtes trop procédurier, enfin voilà, ça s'entend. Ce que je vais surtout essayer aujourd'hui sur un aspect, d'ailleurs, j'ai essayé de faire une présentation un peu ludique, c'est vous montrer que si on peut faire une annotation correcte, c'est quand même mieux que de faire une annotation douteuse. En tout cas, c'est ce que je pense. Et aussi vous montrer que quand on se trompe, quand on annote, ça a des conséquences sur la suite des travaux, et ça a aussi des conséquences éventuelles sur vos carrières, parce que sur un aspect purement éthique, on n'est pas censé publier des données douteuses. Alors on peut toujours dire, oh, je ne l'avais pas vu, mais bon, voilà. Encore une fois, c'est que mon avis. Je suis venue partager avec vous plutôt des pensées, des expériences que j'ai eues. Il n'y a pas de dogmatisme dans ce que je dis. Alors, super. Je ne suis pas bioinformaticienne, je suis bioanalyste, je ne suis pas très douée avec ces machins-là. Cette diapo, elle a relativement peu d'importance, c'est mon parcours, vous pouvez ne pas la regarder, mais en fait c'est juste pour vous dire deux choses. La première chose, c'est qu'initialement, moi je suis ingénieur agro et je suis diplômée depuis plus de 30 ans maintenant. Donc en fait, quand j'ai commencé ma carrière, la bioinformatique, ça n'existait pas. Donc contrairement à vous, moi j'ai appris la bioinfo sur le tas, l'informatique sur le tas, enfin voilà. Donc c'est un parcours très différent avec... plein de choses qu'on a eu beaucoup de temps à assimiler et qu'on a découvert en temps réel, et puis plein de choses qui arrivent maintenant. J'en parlais tout à l'heure avec Dominique, le machine learning, le deep learning, le machin, ça nous tombe un peu dessus. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai vraiment une approche de bioanalyse, c'est-à-dire que même si je sais utiliser un ordinateur et je m'efforce de comprendre les algorithmes, j'ai toujours dans ma tête le raisonnement d'un biologiste, d'un plan expérimental, ce genre de choses, et forcément ça affecte ma façon de penser. Toujours est-il que ça fait quand même 20 ans, 22 ans maintenant que je fais de la bioanalyse sur plein de trucs. Alors, je vais faire des définitions, c'est pas toujours très populaire, mais mon expérience prouve que parfois, lorsqu'on utilise un terme et puis qu'on parle avec les gens, au bout d'une demi-heure, on se dit « Attends, t'es sûr qu'on parle de la même chose ?» La génomique, telle que moi je la pratique, on est d'accord, c'est le génome. Pour moi, le génome, c'est de l'ADN, donc la génomique, c'est l'analyse des séquences d'ADN. Il y a des gens qui font des génomiques autres, fonctionnelles, dynamiques, épigénétiques et autres. L'annotation. L'annotation, c'est un terme qu'on utilise tous dans nos pratiques. Je crois qu'en latin, annoter, ça veut dire écrire en marge d'un texte. Alors évidemment, on n'écrit plus grand-chose maintenant. Mais c'est quand même l'idée de rajouter de l'information, de mettre de l'information, de corriger de l'information sur quelque chose qui est soit anonyme, soit incomplet, ce genre de truc. Il y a plusieurs sortes d'annotations, elles vont dépendre de ce que vous annotez. Et puis elle va dépendre de l'objectif aussi, est-ce que vous voulez décrire, est-ce que vous voulez informer, évaluer, et ainsi de suite. J'ai mis ici ce que moi je fais en données génomiques, donc en fait je fais les trois, c'est-à-dire que je vais, si je peux, donner des informations et des descriptions, et comme souvent on est sur des scores, des seuils et ainsi de suite, on a une évaluation qui consiste à dire l'objet il ressemble, voilà, ce genre de choses. Alors la biocuration, on est d'accord, il est moche ce mot, il est dur à dire en plus, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire. Je vous ai mis le terme en anglais ici, je vous ai mis le terme en français ici. La biocuration, c'est cette étape qui consiste à récupérer des données, les inspecter, si nécessaire, les corriger, les amender, et ainsi de suite. C'est ce côté-là qui fait de nous des petites fourmis laborieuses, parce que un biocurateur, je crois même un génie en biocuration, ne fera jamais 20 papiers par an. Enfin, je ne pense pas, peut-être. Ça prend énormément de temps, c'est très difficile à valoriser dans les publications. Vous allez me dire pourquoi vous faites ça, madame. Je ne sais pas trop en fait, parce que j'aime bien. Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et parce qu'au final, bon, si, il y a un côté satisfaisant derrière. On n'est pas... La publi, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Alors j'ai fait aussi un jeu, moi, pas sur les manchots, j'y connais rien. J'ai fait un jeu parce que l'objectif aujourd'hui, c'est pas de vous mettre pour moi, l'objectif, c'était pas de mettre des slides très compliqués, issus de publis, surtout à cette heure-ci, mais plutôt de vous amener vers des réflexions ou des
des exemples un peu ludiques, quoi. Pourquoi est-ce qu'on fait de la biocuration? Alors, on a parlé ce matin des données FAIR, avec ce côté-là, trouvable, accessible, je vous l'ai mis en français. Vous allez voir que quand on part de données qui sont fausses, ou même quand l'ordinateur, qui est notre ami, va partir de données fausses, il y a relativement peu de chances, je crois, enfin après je suis pas spécialiste, qui vous sortent un résultat vrai, sauf par hasard. Enfin, si je dis à mon ordinateur, en lui montrant une pomme, ceci est une poire, il y a de fortes chances qu'il me dise, c'est une poire. Il va pas se dire, oh, c'est bizarre. Donc là, en fait, quand les informations sont fausses et qu'on se rend compte qu'elles sont fausses ou inexactes, c'est un peu de notre responsabilité quand même de se dire, ok, je vais peut-être essayer de faire une correction. Et c'est super facile à dire, pas facile à faire. Et alors, vraiment, l'enfer pour valider derrière dans les bases de données et autres. L'autre chose aussi, c'est que c'est ça. Il me semble que pour arriver à un résultat final le plus vrai possible, il faut que ce qu'on a appris à la machine soit vrai. Si dans votre jeu de données positif, par exemple, pour un apprentissage, vous mettez du bruit, et puis dans un jeu de données négatif, vous mettez du signal, ça va être un peu compliqué derrière, il me semble, pour l'ordinateur, pour gérer. Encore une fois, je suis hors de mon domaine de compétences, donc peut-être que ça marche, je ne sais pas. Alors les difficultés, quand je veux décrire un objet, que ce soit en génomique ou autre chose dans ma vie, je suis obligée de nommer. Je suis obligée de décrire et nommer et décrire. C'est super facile à dire et vraiment compliqué à faire. En fait, nous sommes tous des ordinateurs. On a tous un cerveau dans lequel il y a une base de données et des moyens pour faire des similitudes, des comparaisons et ainsi de suite. Alors on va jouer. Alors, le jeu, il peut paraître ludique, je ne prends personne pour un imbécile, on est d'accord, hein, c'est un jeu, ok. Personne ne se vexe. Donc la première question, c'est, ok, qu'est-ce que c'est? Et une image de pomme, une granny, avec une feuille. Quand j'annote une séquence génomique, je fais ça, hein. Évidemment, c'est pas une pomme, mais je fais ça. On est d'accord, donc je ne pouvais pas imaginer ce que vous alliez dire, mais j'ai dit on peut dire que c'est un fruit, une pomme, une granny, un objet vert, un objet plutôt sphérique, un objet brillant, ou alors moi je suis vraiment, je veux tout, donc c'est un fruit avec une queue et une feuille. Voilà, mais comment je le sais en fait? Comment je sais que c'est une pomme? Parce que j'ai une base de données dans ma tête qui dit je sais que c'est une pomme. Okay, si quand j'avais 3 ans, mes parents m'avaient appris que c'était une banane, je serais là en train de dire, vous êtes sûr que c'est pas une banane? On est d'accord. Donc on a cette base de données dans notre tête. Et finalement, l'ordinateur aussi, il a les bases de données dans la tête. Donc si je me trompe en nommant, lui, il va être en toute honnêteté avec un score remarquable, il va vous dire c'est une banane. Okay, alors là, c'est facile parce que j'ai qu'une pomme verte. Bon, donc même si j'ai pas mieux, je vais dire, allez hop, c'est ça. Et puis du coup, nous, quand on va annoter, on va donner un indice de confiance, ce que je vous disais, une évaluation, pardon, donc ça ressemble à 99% à une Granny Smith. Donc je vais dire que c'est une Granny Smith. Vous savez, c'est le test du canard, les Anglais aiment bien ça, là. Si ça marche comme un canard, ça fait le bruit d'un canard. Ça doit marcher avec les manchots aussi, je pense. Et puis, j'ai quand même rajouté à la base de données une base de connaissances, c'est-à-dire que j'ai vu quelque part en anatomie que cette queue, finalement, c'est pas une queue, c'est un pédoncule. Bon, la feuille, c'est quand même une feuille. J'ai fait un peu de... Et maintenant, si ma pomme est rouge, c'est un peu le bazar, hein, parce que les pommes rouges, là, j'en ai plein, quoi. Alors, oui, je peux décrire c'est une pomme rouge avec un pédoncule et une feuille, ça marche toujours, hein, c'est pas faux. C'est pas super précis, ça va peut-être pas beaucoup aider mes collègues derrière. Alors, soit je dis, c'est ou une jazz, ou un machin, ou un bidule, et puis je dis, faites des expériences pour m'aider. Alors, l'expérience, ça pourrait être, par exemple... je retourne la pomme pour voir si par hasard elle n'aurait pas un petit peu de jaune, ça m'aiderait bien, quoi. Parce que là, je vois qu'une face. Donc, mais ça montre bien qu'on a 2 problèmes lorsqu'on annote. La première, c'est le polymorphisme qui fait qu'on a plusieurs objets qui peuvent se ressembler, mais qu'au final, je ne vais pas nommer de la même manière. Et puis, je vais vous montrer un autre exemple, si j'y arrive. Voilà, donc là, je vais vous dire, annotons cette image. C'est là où je vais vous montrer que quand les gens me disent que je pinaille et machin, je veux bien l'entendre, hein, mais quand même, ça a des conséquences. Alors, à votre avis, c'est quoi? Un citron, un coin? C'est un cédrat. Bon, c'est la première fois que j'ai un spécialiste des cédrats dans la salle. Bon, je m'en vais. Non, je plaisante. C'est un cédrat. Mais effectivement, moi, je connaissais pas les cédrats, j'en avais jamais mangé. Donc, je ferais comme pas mal de gens dans la salle. Je dirais
Voilà, moi j'ai ça comme base de données, je suis une européenne lambda, donc pour moi le seul truc qui ressemble c'est un citron, mais on est d'accord, il y a quand même des anomalies dans mon citron. Il n'a pas la peau, il n'a pas vraiment la forme. Voilà, alors soit je vais publier vite et je me dis, je dis que c'est un citron ou que ça ressemble à un citron et puis je vais pas plus loin. C'est pas faux. Enfin si je dis que c'est un citron, c'est faux. Si je dis que ça ressemble à un citron, c'est pas faux. Mais c'est pas super satisfaisant, on est d'accord, j'ai pas hyper innové, voilà. Donc effectivement, j'ai pas beaucoup de choix à ce moment-là. Soit je dis ça ressemble à un citron. Alors moi en biologie, je sais pas, en bioinformatique c'est pareil, le ça ressemble beaucoup, ça ressemble ou ça ressemble pas quoi. Puis après on peut mettre des indices. Mais effectivement, l'information qu'il faut donner, en tous les cas l'information que moi je donne dans ces cas-là, c'est que il faut poursuivre les recherches. Je ne suis pas arrivée au point final de la description de l'objet. Ça ressemble à un citron, mais c'est forcément quelque chose. On est bien d'accord. Alors soit ça n'a pas été nommé, et j'ai décidé de lui donner mon nom ou le nom de mon chien préféré, mais c'est forcément quelque chose qui existe. Alors effectivement, si on augmente la base de données, et là on voit le problème des complétudes et des exhaustivités dans les bases de données, je me rends compte que ça ressemble à plusieurs cédras qui ont des espèces différentes. Je sais c'est illisible, mais j'ai pas pu l'agrandir non plus la fin. Et donc la conclusion que je vais en tirer, c'est que c'est un cédra d'une espèce inconnue. C'est quand même mieux que ça ressemble à un citron, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, on continue. Si j'ai deux objets qui se ressemblent, bon alors je sais que vous êtes super intelligents, donc je vais pas réussir à vous triquer, mais imaginez que les séquences, il y a quand même que 4 bases, hein, donc il y a quand même des fois on se dit ça se ressemble bigrement. Je suis un peu obligée de mettre du contexte, parce que là, si je suis uniquement sur des similarités de forme, ce genre de truc, qui va me donner certainement des scores très proches. Okay. Donc le contexte, ça va être la biblio notamment, ou le projet sur lequel on travaille avec d'autres biologistes. Ils vont vous dire, voilà, moi je fais une étude qui va se faire en forêt sur un végétal. Ok, je ne vais pas leur dire, les gars, on a trouvé des oursins. Je vais leur dire, je crois qu'on a trouvé des châtaignes. Si j'ai pas le contexte, les gars, c'est des oursins ou des châtaignes, débrouillez-vous maintenant. Non, c'est compliqué. Donc ce que je veux dire, c'est que la biblio, elle est touffue, elle est pas facile, mais parfois on oriente aussi ce qu'on prédit. Hein. Si je suis en Afrique et que je trouve une plante asiatique, je vais me dire, je fais quoi? Je dis, au fait, les gars, y a du riz en plein milieu de l'Atlas marocain, ou je refais mon analyse pour voir à quel moment je m'arrête pour pas dire des trucs un peu abracadabrants. Alors l'autre chose aussi, alors elle fait toujours rire cette diapo, mais il faut comparer des choses comparables. Alors je sais que vous êtes pour la plupart bioinformaticiens, informaticiens, et que pour vous l'ordinateur est intelligent, mais pour moi il est quand même un peu parfois... j'ai l'impression qu'il a que l'intelligence qu'on lui a donnée, mais je me trompe peut-être, hein, je le reconnaîtrai. Moi, j'ai plein d'algorithmes, de logiciels que j'ai récupérés sur GitHub, j'ai lu les publis, machin. J'ai testé, par exemple, qu'est-ce qui se passe si je mets une protéine de mammifère dans un logiciel qui est prévu pour prédire les signaux d'adressage chez les plantes. Vous allez rire, ça marche. Il va me dire, c'est dans la membrane du chloroplaste. Ok, j'ai mis de la myodystrophine, si tu veux. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que... Alors, par exemple, vous pouvez faire le même test sur BLAST. Par contre, sur BLAST, d'ailleurs, je l'ai fait. J'ai rentré une courte séquence de paléogénomique. Pour le coup, c'est du chien, ici. Vous savez, comme ça cross là au niveau des alphabets, ça peut très bien être une protéine, ça peut très bien être de l'ADN. Puis j'ai rentré tout petit exprès pour que BLAST, il se dise pas. C'est bizarre, dans sa protéine, il n'y a que 4 lettres. Je vais peut-être lui dire, est-ce que tu es bien sûr de ce que tu as fait? Essayez, hein, vous allez voir maintenant, BLAST vous le dit. Mais pendant un moment, il ne le disait pas. Et c'était assez rigolo, ou pas. Donc voilà, c'est un petit fragment d'un gène de plante que j'ai rentré dans BLAST et je l'ai mis ici en BLAST-P. Donc je lui ai dit, à quelle protéine ça pourrait convenir? Voilà. Et j'ai 100% une protéine d'une bactérie ici, 100% une autre, ici un virus. Donc c'est un cas d'école, ce que je suis en train de vous dire. Mais quand on analyse un grand jeu de données génomiques, si on ne fait pas attention, à la fin, l'ordinateur nous a... En plus, si l'algorithme, c'est une boîte noire, à la fin, vous avez des résultats, et si vous n'avez pas un minimum de recul, vous allez valider des choses qui, au final, sont un peu invalides. C'est le métier d'un biocurateur. Je n'ai pas l'impression que je vais recruter grand monde en biocuration à la fin de mon talk, mais... voilà, donc en fait, ce qu'on fait la plupart du temps, ce que je fais, c'est qu'on va rechercher des signaux d'anomalie, quelque chose qui n'est pas attendu dans... c'est l'exemple de la pomme. Si c'est une pomme, j'arrête, je ne vais pas aller gratter plus loin.
On va essayer de voir dans quelle mesure les bases de données, les bases de connaissances, donc la biblio, peuvent nous aider à faire un arbitrage et ou à proposer des solutions pour affiner. Et puis, il faut avoir la sagesse de s'arrêter au bon moment de la prédiction. C'est le cas de ma pomme rouge tout à l'heure. C'est une pomme rouge. Je peux vous proposer 3-4 descriptions, mais je ne sais pas faire l'arbitrage sur cette description. Et voilà, je reviens un peu sur notre responsabilité en tant que chercheur. On n'est pas censé publier des données douteuses, alors plus facile à dire qu'à faire. Et surtout, ça peut avoir des conséquences, et je vais revenir sur ces conséquences là. Alors, les choses auxquelles il faut faire attention, et c'est encore une fois plus facile à dire qu'à faire, la complétude des bases de données. Alors évidemment, quand vous êtes sur le NCBI et que vous regardez la quantité de données qu'il y a, vous vous dites « ouais, c'est complet ». Ouais, c'est complet, mais c'est redondant aussi. Donc si vous travaillez sur une espèce exotique qui provient d'une île en plein milieu du Pacifique où personne n'a jamais été, peut-être que votre bestiole, elle n'y est pas quand même si ça a l'air complet. Est-ce que c'est exact? Vous voulez vraiment qu'on parle de l'exactitude de ce qui est dans les bases de données? Alors c'est pas compliqué, au fur et à mesure que les données croissent, le bruit y croît avec. Donc plus ça va, plus on a des annotations totalement farfelues dans les bases de données. Tout ce qui est connaissance a priori, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, connaître le contexte, avec quels collaborateurs je travaille, est-ce qu'ils sont en forêt, en mer, sur de l'ancien, du moderne, et ainsi de suite. Ça, c'est la partie qui est la plus difficile, je trouve, pour moi en tant que bioanalyste, c'est que parfois, lorsqu'on arrive sur les GitHub ou les publis, les machins, les paramétrages des outils, c'est pas nécessairement super intuitif en fait. Donc, je suis sur une séquence de 20 nucléotides et je dois faire un blast pour des short read. Ok, et je fais comment? Donc, ce que je veux dire, c'est que le paramétrage, il va conditionner le passage ou non dans le côté positif ou négatif de la notation, et ça prend du temps, et parfois c'est un peu à la limite des compétences des bioanalystes. Et puis la littérature, quand vous êtes bioanalyste ou bioinformaticien, c'est carrément du délire, parce qu'il faut lire tous les aspects biologiques du contexte, puis il faut faire la veille technique de tous les outils qui sortent, voilà. Donc des fois, je trouve ça compliqué, mais on pourra en discuter, hein. Peut-être moi qui vieillis finalement. Alors moi je travaille avec des séquences génomiques. Alors c'est moins sexy qu'une pomme, on est d'accord, hein. C'est pour ça que j'ai pas commencé avec ça. Je me suis dit ça va être trop rude. Qu'est-ce que je cherche par exemple? Donc je vais chercher des gènes codant pour des protéines. Ok, un gène codant pour une protéine. Alors ça c'est ce que fait la cellule. Elle fait de l'ADN, de l'ARN messager et des acides aminés. Ça c'est ce que moi je fais, c'est-à-dire que ça, parce que je passe de ça à ça. Il y a des gens qui étudient ça, on est d'accord, hein, mais pas moi. Moi je fais directement ça. Comment je le fais? Vous savez tout ça par cœur. J'utilise le code génétique. Je prends mon ADN qui est traduit. Je vous ai mis que 3 des 6 phases. On est d'accord, il y a 2 brins, donc on repart dans ce sens-là. Et voilà, j'obtiens une phase ouverte de lecture dans laquelle il y a ici une traduction de mon acide nucléique en acide aminé, enfin en protéines. Ça, c'est super facile quand on le dit comme ça sur 3 diapos. Dans la vraie vie, voilà, ici, j'ai mis un fragment d'ADN et j'ai demandé à un outil qui existe depuis très longtemps mais qui marche très bien, OrFinder, qui est un prédicteur naïf, de me dire où sont toutes ces phases ouvertes de lecture qui vont d'un démarrage, ici, un start, à un stop. Donc tous les cadres que vous voyez ici sont des phases ouvertes de lecture. Vous avez les 3 brins plus ici les 3 brins là. Ok, super, maintenant je fais quoi? Je prends laquelle? On prend laquelle? On avait dit qu'on jouait. C'est pas les manchots, il n'y a rien à gagner, mais... Alors, il y a des gens qui me disent, on prend la plus grande. Bon, merci. Moi, je fais 1m50, j'en ai marre qu'on prenne les plus grands. Pourquoi on prend pas la plus petite, là? Voilà, parce que vous vous rendez bien, le truc, c'est que j'ai aucun argument pour en prendre un en particulier, là. Ok. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller adosser à quelque chose qui existe. Est-ce que, par hasard, quelqu'un, dans une base de données, a trouvé une de ces phases ouvertes de lecture, déjà? Alors là, oui, celle-là, je la trouve. Ah, c'est pas mal. Je vais la prendre. Et puis du coup, est-ce que par hasard, il y aurait déjà quelqu'un qui lui aurait donné une fonction? Ça serait fun. Je partirais déjà de quelque chose, quoi. Alors voilà, je vous ai mis ici un cas d'école que j'ai travaillé avec un étudiant. Donc vous avez ici 3 petites régions génomiques de 3 génomes microbiens. Alors pourquoi on fait de la génomique comparative? Une des questions qui nous est régulièrement posée, c'est voilà, j'ai 3 bactéries, celle-ci elle résiste à l'antibiotique A, celle-ci à l'antibiotique B, celle-ci pas du tout. Comme toi, tu sais lire les génomes comme Champollion les hiéroglyphes, tu vas me dire comment que c'est possible? Mais bien sûr.
Donc on compare les génomes. Alors évidemment, dans les génomes, la première chose qu'on cherche, ce sont les anomalies. Qu'est-ce qui est absent dans l'une et pas dans l'autre? Ce serait vraiment génial, le cas d'école, ok, j'ai trouvé ton gène de résistance, c'est celui qui est là, pardon, vraiment pas doué que ça, c'est celui qui est là et que personne n'a. Oui. Mais, je sais pas, comme ça, hein, comme je vous ai dit qu'il y avait plein d'erreurs, si là vous avez juste oublié de la noter, bah, il est plus unique le gène. Donc en fait, ma prédiction comme quoi c'est ce gène-là, bah non, en fait, je me trompe. Et puis là, vous voyez une autre anomalie qu'on a fréquemment, qui est ce fameux start, codon d'initiation, démarrage de la protéine. C'est surtout là-dessus que je vais vous mettre un exemple aussi. Donc vous voyez un peu le démarrage, il est relativement simple. On cherche ce qui n'est pas consensuel. Déjà un bon début. Et quand on a fini de les lister sur un génome microbien, ça peut être 4000 anomalies. Hein, donc, alors je reviens sur ces deux gènes-là. Vous voyez ces gènes ici, si je les réannote pas, alors soit ils existent, et c'est un phénomène vrai, et je vais publier que ce sont des gènes uniques ou des gènes d'un génome accessoire présent chez certaines souches et pas d'autres. Mais il faut quand même que je le vérifie si je veux être rigoureuse dans mon approche. Hop. Alors, je reviens sur mon graphe OrFinder, là. Donc, je vous ai mis les codons start, enfin, c'est pas moi qui le fais, c'est OrFinder. Hein. Donc, j'ai mis les méthionines ici en bleu. Voilà, elles sont là. Et puis pour rigoler un peu, parce que ce serait quand même trop facile sinon à la bioinfo, enfin la bioanalyse, eh ben en fait on n'est pas obligé de commencer par une méthionine. On peut aussi commencer par une valine, je ne les ai pas toutes mises, hein. Une leucine, soyons fous, d'accord. Donc ça veut dire que ma protéine, elle peut commencer là, ou là, ou là, ou là, ou pas commencer du tout. Enfin voilà. Alors c'est là que l'assemblée normalement se dit, mais pourquoi ils pinaillent autant les biocurateurs, franchement, enfin, c'est bon quoi. Publie ta protéine et basta. Je vais vous parler de mon postdoc en fait. Moi j'étais en postdoc et je travaillais sur une bactérie qui répondait au stress oxydant et on m'a demandé pourquoi elle répond bien au stress oxydant. Donc j'ai isolé un gène codant pour une catalase, un gène qui avait l'air assez prometteur. Donc c'est une prédiction qui était automatique. Hein. Je démarrais ma carrière, j'avais pas encore tout le background maintenant de me dire attention, est-ce qu'il faudrait pas vérifier ça. Et le start, il avait été trouvé automatiquement par l'ordinateur et checké assez rapidement sur le fait que je le trouvais dans plusieurs organismes. Donc tout le monde était d'accord, ça commençait par là, tout va bien. Bon, j'annote, je clone mon gène, je l'exprime dans une bactérie, j'induis avec mon eau oxygénée, je suis tout content, je centrifuge, je jette mon surnageant, je regarde ce qu'il y a dans mon culot. Il faut imaginer que j'avais une quantité d'ARN messager, donc de transcrits extrêmement importante, donc je m'attendais à avoir une patate de protéines. Et là, c'est presque le cas sur 10 où j'avais réussi à avoir une petite bande. Bon, je me dis, c'est quand même pas possible, il y a un truc qui va pas, donc je refais l'expérience. Comme je suis assez obstinée, je refais l'expérience pendant des semaines. Puis à un moment, je me dis, bon, ok, là, on se pose, on arrête et on lit la littérature. Bon, maintenant, j'ai tendance à le faire un peu plus vite, la lecture de la littérature, mais... Je lis la littérature et je me rends compte qu'en fait, il y a un certain nombre de catalases qui ont un signal peptide, donc un signal d'adressage dans la partie NH2 de la protéine, que ce signal peptide, eh ben, il a pour conséquence, quand je rallonge ma phase ouverte de lecture, eh ben, de localiser non pas ma protéine dans le cytoplasme, ce que j'avais supposé au départ, puisque j'avais jeté mon surnageant, d'accord ? Mais dans le milieu extracellulaire. Donc en fait là je me suis rendu compte que depuis plusieurs semaines et mois, je jetais allègrement ma protéine qui était dans le surnageant, avec une très grande confiance en ce que je faisais, puisque tout le monde m'avait dit le start il est là, donc je m'étais pas posé de questions. Donc c'est pas uniquement pour pinailler, pour la beauté du geste, ou voilà, pour faire les plus malins que les autres, c'est que ça peut avoir des incidences. Et la chance que j'ai eue là, c'est que c'était moi l'expérimentateur. Donc finalement, je me suis tapé sur mes propres doigts. Mais imaginez, vous êtes bioinformaticien dans un labo et les collègues, ils attendent que vous leur fassiez une prédiction. Et vous allez leur dire 6 mois après, tu vas rire, au fait, le surnageant que tu jettes depuis 6 mois, ta protéine, elle est dedans. Je sais pas, vous me direz, si vous vivez ce genre d'expérience. Ça peut avoir des conséquences. Et voilà, donc effectivement, ma catalase, elle était bien sécrétée. Donc cette fois, j'ai gardé mon surnageant, je l'ai trouvé. Donc on voyait bien les différences d'induction, et voilà. Et on a publié, on était tout content, et bon, ça, on s'en fiche, je sais pas pourquoi je vous ai mis ça. J'avais laissé beaucoup de temps pour la discussion, donc j'ai pas tant de diapos que ça, mais j'ai aucune idée de l'heure. Mao ? Je suis large, j'aime bien. Ça roule. Je voulais parler des fonctions aussi. C'est pas facile, parce que quand on annote une fonction.
C'est quoi une fonction? Ouais, à quoi ça sert de vivre? Non, je plaisante, c'est pas de la philosophie, mais... je vous ai mis un exemple encore une fois ici. Je vous ai mis ça, alors on va arrêter de jouer, on va dire que c'est un livre, et puis son nom c'est dictionnaire Dico. Mais déjà, dictionnaire Dico, moi quand j'annote, ça me pose problème, parce que dictionnaire et Dico, je sais dans ma base de données que c'est équivalent. Mais alpha-2.peroxydase machin cumulé avec catalase truc mus, je sais pas si c'est équivalent. Donc si j'ai pas le vocabulaire, si le vocabulaire est pas contrôlé, moi il faut que j'aille vérifier dans la biblio que ces deux objets nommés différemment, c'est bien le même objet, quoi. À quoi ça sert un dico? C'est quoi sa fonction? Rechercher la définition d'un mot, on est d'accord, hein, c'est bien sa fonction initiale. Vous avez des dictionnaires chez vous? Vous regardez les définitions des mots? Ah, je sais pas. Moi, j'ai un dico, je vais vous dire à quoi il sert. D'ailleurs, je l'ai même noté. Moi, il me sert à caler la porte de mon bureau. Qu'est-ce que j'exploite quand je cale la porte de mon bureau avec un dico? J'exploite le fait que dans ses fonctions, il y a le fait d'être lourd. C'est aussi une de ses fonctions. Et puis, c'est vrai que à l'université, vu que j'ai pas pu m'acheter de support d'écran, il me sert aussi de support d'écran. Et qu'est-ce que j'exploite comme fonction du dictionnaire pour faire un support d'écran? Le fait qu'il soit épais et que ça colle bien avec ma petite tête. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on annote, c'est pas toujours facile de distinguer la fonction initiale de l'objet, c'est-à-dire la bactérie ou l'organisme, il a cette protéine pour faire ça, et puis finalement, elle s'en fiche complètement, elle l'utilise pour faire autre chose. Alors l'exemple que je vous ai mis là très brièvement, c'est le système Tolsé des bactéries. Initialement, le système Tolsé, c'est un système d'efflux, c'est une pompe à efflux. Donc c'est plutôt de l'eau et ainsi de suite qui va passer, des ions et ainsi de suite. Et les bactéries, certaines, pas toutes, c'est là où c'est compliqué, ont détourné ce système pour éjecter les antibiotiques. Donc vous allez trouver dans les publications, le système Tolsé est un système de résistance aux antibiotiques. Non. Le système Tolsé est d'abord une pompe à efflux utilisée par certaines bactéries pour faire de la résistance aux antibiotiques. C'est là toute la complexité de nommer un objet en génomique. Je ne sais pas si vous voyez ou si vous me suivez. Franchement, l'année prochaine, tu me passes à 9h. Hein. Je sais pas. Non, je ne reviens pas, pardon. Tu ne reviens pas. C'est vraiment pas évident. Et alors, voilà, l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, là, j'ai comparé mes génomes, toujours pareil. Donc 3 labos différents, 3 annotations différentes, j'arrive là-dessus et je me dis ok super, moi je suis pas biochimiste, hein, j'en ai fait à l'école, mais alors là est-ce que la glycosylhydrolase famille 3 c'est la même chose que la sérinhydrolase? Bon, j'ai hydrolase déjà, c'est pas mal. Puis là j'ai hydrolase aussi, mais ça hydrolyse pas nécessairement le même truc. C'est un gène, hein. Je peux passer un après-midi entier dessus à lire la biblio, prendre la biochimie pour me dire ok comment je le nomme ce truc-là, comment je le nomme en fait? Vous voyez la difficulté? Alors, soit je me dis, je veux publier vite, et je mets que c'est une hydrolase, puis ils se débrouilleront après, quoi. Oui, mais bon, je suis pas censé publier un truc douteux, je suis censé publier un truc, voilà. Donc, je vais aller voir, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que voilà. Ça peut être vraiment compliqué pour beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'ontologie. Il y a des gens dans la salle dont c'est le métier. Hein. L'ontologie, ça marche très très bien chez les mammifères, les plantes. Alors, chez les bactéries, je sais pas, on est un peu les oubliés du... Je sais pas, ça intéresse personne, l'ontologie chez les bactéries. Parce que c'est peut-être très compliqué, je sais pas. Olivier, je te regarde, je devrais pas, pardon. Bon, là, vous faites quoi, les gars? Voilà, donc c'est bien de biocurer, mais on n'a pas nécessairement toutes les solutions. Et je vais vous donner un dernier exemple de biocuration qu'on peut faire aussi en métagénomique. Donc la métagénomique, là, je me demande plus ce que fait les gènes ou quoi, je me demande qui est présent. J'ai séquencer un mélange d'organismes, ici c'est un échantillon marin, et puis on va me dire, alors il y a quoi dans mon échantillon? Ok. Alors si je suis un bioanalyste lambda, que j'ai pas envie de faire de biocuration parce que ça me pompe l'air, alors j'ai pas pris des organismes marins parce que c'est pas très visuel, mais un petit jeu, voilà, vous me demandez, j'ai 2 pièces, toi t'es le bioanalyste, est-ce que tu peux me dire dans quelle pièce je dois rentrer? Moi je lui dis, écoute, là il y a un félin et un canin, là il y a un félin et un canin, vas-y, je sais pas, tente ta chance, quoi. Hein? Vous avez une chance sur 2 chances de... voilà, vous savez pas, en fait. Vous avez aucun élément décisionnel derrière pour dire, super, tu m'as servi à rien, en fait. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi, si dans la première pièce, il y a un lion et un loup, et dans la deuxième, il y a un chat et un chien, je rentre pas dans cette pièce-là. On est d'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que la précision des prédictions ou des annotations que je suis susceptible de faire, elle guide aussi des choix derrière dans les projets pour les biologistes, les expériences et ainsi de suite. Alors j'ai mis tout ça sous un thème un peu ludique, vous l'avez vu. C'est pas pour autant que c'est pas sérieux.
Et je voulais juste finir par ça, et aussi pour les profs et enseignants, parce que il y a eu cette initiative. Ce papier est sorti en février, je crois, si je me trompe. Bah oui, février. Au College of London, je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais c'est à Londres en tous les cas. Ils ont introduit en fait les projets de biocuration. Alors il y a de l'ontologie, c'est de la médecine, c'est pas nécessairement des séquences génomiques, mais dans les projets des étudiants en fait. Et ils apprennent justement à avoir un peu de recul sur les annotations, ce qui est dans les bases de données et autres. Alors je sais que j'en ai parlé à Ecobio lors d'un séminaire interne EvoAdapt, et les collègues enseignants avaient trouvé, ils avaient dit que c'était pas mal, donc je vous l'ai mis. Voilà, c'était pour finir sur une note. Ce serait bien de faire de la biocuration en enseignement aussi. Je sais pas. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi, je vous remercie, Frédéric. Est-ce que dans la salle, il y a des questions ? Bonjour, merci pour votre présentation, c'était assez intéressant. J'ai surtout la partie où vous parliez j'ai particulièrement eu beaucoup de questions par rapport la fonction initiale par rapport aux autres fonctions, parce que vous parliez notamment de certains groupes de bactéries qui détournaient la fonction initiale d'une protéine ou de plusieurs protéines, mais on sait que c'est un peu le jeu de beaucoup de biologistes de détourner des fonctions de certaines cellules pour leur faire autre chose, notamment en agronomie ou autre. Est-ce que ça devient un vrai challenge de continuer à annoter ces nouvelles fonctions et ces nouveaux détournements que les biologistes et les agronomes trouvent, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui se fait? Alors j'ai presque envie de te reposer une question dans la question. Qu'est-ce que tu entends par challenge? On va dire économique, scientifique Déjà, scientifiquement parlant, parce que ça peut être intéressant de garder l'information, je pense, personnellement, mais aussi vraiment en termes de difficulté pour ceux qui font de la biocuration. Alors, est-ce que c'est important de continuer à noter des fonctions? Ma réponse va être forcément oui. Mais j'ai quand même un exemple. Alors, je vais peut-être répondre à côté, mais je vais quand même répondre. Moi, quand j'ai commencé en postdoc, on a noté un génome. On avait en moyenne 40% des CDS, des ORF, qui recrutaient comme étiquette gènes de fonction inconnue. Waouh, on était super contents. De temps en temps, on avait hypothetical function aussi. C'était bien. Donc, voilà. Si tu fais la même chose maintenant, tu vas quand même baisser à moins de 10%. Alors, il y a un côté un peu confondant, c'est qu'on a mis des domaines maintenant, des domaines de fonction. Alors, ça s'appelle des domaines of unknown function, ça s'appelle des DUF. Mais ça ne nous donne pas la fonction, mais ça veut dire que ce domaine-là, il commence à être partagé par plusieurs organismes dans la nature. Donc, leur probabilité d'être vrai est quand même plus forte que je suis une hypothetical function tout seul dans mon coin. Tu vois ce que je veux dire? Après, la limitation que je vois, moi, c'est qu'il faut qu'il y ait de la biologie derrière. Quand tu tombes sur un groupe de protéines pour lequel tu n'as aucune idée, la structure te donne rien, l'homologie de séquence te donne rien, on va pas pouvoir deviner. Donc il faut qu'il y ait des mutants qui soient encore faits, il faut qu'il y ait des expériences qui soient faites. On n'est pas au bout, mais bon, ça a quand même énormément progressé en 30 ans. Mais par exemple, les résistances aux antibiotiques, c'est un truc à se tirer une balle, franchement. Parce que la bactérie, elle élimine, elle le dégrade, elle le stocke, elle a des... Probablement aussi que ça doit évoluer. Ça évolue. Des nouvelles annotations se créent sur des trucs que vous aviez déjà notés mais qu'on bougeait depuis. On trouve des clusters de gènes de résistance aux antibiotiques, on ne sait même pas c'est quoi l'antibiotique, pour te dire. Elle est prête, elle attend, allez vas-y, balance. Non, c'est impressionnant, c'est bien. C'est une remarque plus qu'une question, mais vous parlez de faire de la curation, de la notation dans l'enseignement. Et moi, dans mon master de Paris-Saclay, j'ai participé lors de mes études à l'annotaton. Et donc, j'encourage les étudiants de participer. Je ne sais pas si c'est possible de se mettre en livre, mais renseignez-vous. Et c'était une bonne expérience. Et on vit les challenges. Qu'est-ce que c'est annoter une protéine? En fait, ils prennent des échantillons marins et on vous tasque de identifier un des gènes dans l'échantillon. Voilà. Après, je reste convaincue qu'il y a des méthodes informatiques ou bioinfo qui sont en développement quelque part. Moi, on en parlait tout à l'heure avec Dominique. Moi, je suis bioanalyste. L'ordinateur est un outil, les algorithmes des outils. Et je suis super ravie qu'il y en a qui en développent. J'ai pas une veille technique qui. Voilà, si demain un ordinateur fait tout ce que je suis en train de faire super bien sans moi, j'achète. Parce que des fois, on tourne un petit peu chèvre avec ces histoires-là, quoi.
Je crois que les étudiants du parcours analyse de données génomiques vont faire de l'annotaton au mois de novembre avec Arim et Alexis qui travaillent justement avec Frédéric. Donc ça arrive. Alors, une remarque, moi ce qui me pose toujours un problème dans la notation, c'est la notation fonctionnelle. Et je m'explique, il y a beaucoup de protéines qui possèdent des éléments structuraux qui sont fonctionnels, et on oublie souvent tous les morceaux qui sont à côté et qui actuellement sont considérés comme ne servant à rien. Et ces morceaux peuvent représenter parfois plus d'un tiers de la taille de la protéine en entier. Alors j'ai pas mal d'exemples, comme tu peux imaginer, mais comment tu gères la notation de ces éléments-là, en fait ? Je trouve des collègues qui ont envie de les prendre en main. Non, je suis d'accord avec toi. Alors là, j'ai pas mis, mais effectivement, on a des modèles... on essaye de modéliser en 3 dimensions avec des modèles lambda, voilà, ce genre de choses. Je suis quand même très limitée dans ce que je fais, en fait, parce que si dans la littérature, il n'y a pas des éléments que je suis capable d'injecter... l'inconnu dans la notation, c'est difficile, en fait. Je ne sais pas comment vous faites en structural, mais moi, à un moment, si j'ai pas d'informations, si ma base de données, elle dit j'ai pas la moindre idée de ce que c'est ce bout-là de la protéine, moi, j'ai pas non plus d'idée, en fait. Donc moi, je suis très limitée. La biocuration, elle a pour vertu de s'assurer que la notation, elle est vraie, complète, et ainsi de suite, si tu veux, mais pas sur des objets inconnus, je sais pas faire. Je vais répondre à ta question. En Vas-y, biologie réponds à ma structurale, question. on l'enlève. On l'enlève ? Ouais. 9 fois sur 10, ce morceau-là est enlevé. J'enlève rien, moi. Non, mais nous, on l'enlève. Comme ça, il n'y a pas de problème d'annotation. Ok. Puisqu'on ne sait pas ce que c'est pas fonctionnel. Mais c'est problématique. Tu comprends bien pourquoi je te pose la question, enfin, quelque part. Et je trouve que c'est plus intéressant de le laisser et de dire aux gens qui vont lire ton papier, les gars, ça vaut la peine de regarder. Ouais, d'accord, ok. Bon, c'est bon à C'est le savoir. concept de ce que tu ne vois pas en biologie structurale, ça peut avoir un intérêt, mais si tu ne le vois pas, tu ne peux pas le décrire. Donc tu l'enlèves. Ok. Vous en pensez quelque chose, vous ? J'en pense que ça ressemble au fonctionnement des Shadocks. C'est-à-dire ? Du genre ça marche mais c'est pas censé marcher et surtout c'est pas logique. Merci Frédéric. Tu disais qu'il y a de plus en plus de bruit dans les bases de données et en parallèle on entend dire que l'intelligence artificielle en fait est meilleure que les experts pour prédire ou annoter les images entre autres. Et j'imagine que le bruit ne vient pas de tous les annotatons étudiants. Qui ne sont pas experts mais qui font des annotations. Est-ce que tu saurais me dire quelles sont les sources d'erreurs dans ces bases de données ? Alors, j'ai pas toutes les citer. Il y en a une qui est remarquable, c'est la transitivité. Alors, la transitivité, tu vois, c'est l'objet A ressemble à l'objet B. Ok. J'ai, je sais pas, ma pomme qui ressemble à une pomme. Ok. Puis je déroule. Donc, le B ressemble au C, le C ressemble au D. Puis à la fin, tu as les gens qui disent le A, il ressemble au E. Mais en fait, si tu regardes bien tout au bout de la chaîne de transitivité, quand tu les regardes ensemble, ces deux objets, ils se ressemblent pas du tout. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se dire, ok, ça ressemble un peu, qui ressemble un peu, qui ressemble un peu. Enfin, tu peux le faire avec des objets du quotidien. Hein, je sais pas, typiquement une pomme, tu la déformes un peu. À un moment donné, ça va être une poire, sauf qu'une pomme n'est pas égale à une poire, tu vois. Sur des aspects biodiversité. Pour moi, l'élément, il est d'abord là. Et il est ensuite que on voit des tendances en fait dans certains laboratoires, ils annotent toujours avec les mêmes bases de données, les mêmes algorithmes et autres. Donc en fait, ils entretiennent le fait que, à un moment, moi j'ai étudié une DNA polymérase. Tu vois, c'est quand même une enzyme très particulière. Et il y a un laboratoire, ils ont commencé par l'annoter catalase. Et c'est une catalase dans toutes les bases de données de tout ce qui sort, parce qu'à aucun moment quelqu'un s'est dit, voilà. C'est pas grave parce que là l'anomalie elle est énorme. Mais si tu veux, l'autre problème c'est que je ne peux pas corriger. Je ne peux pas envoyer au NCBI, dites donc, le numéro d'accession Tartampion qui est annoté catalase, c'est une DNA polymérase. Je peux faire une note. Tu vois, en fait, on n'a pas vraiment de contrôle sur tous les records qui sont dans les... Si tu n'es pas l'auteur, et même si tu es l'auteur, d'ailleurs, tu dois faire un erratum et autres. Donc, quelque part, on est dans un système sans fin, parce que je ne vois pas comment on peut corriger. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits il y a quelques années sur des aspects coopératifs de la biocuration. Alors, ça marche sur des SwissProt ou ce genre de choses, parce que eux, ils ont cette volonté, quand tu regardes la Société internationale de biocuration qui est très adossée au SwissProt, au MBL et autres, ils font cet effort de curer leur base. D'ailleurs, c'est leur point fort. Enfin, quand tu vas là-dessus, c'est bio. Mais le NCBI, typiquement, c'est une horreur sans nom, quoi. Mais je sais pas, j'ai pas de solution en fait. Il y en a peut-être pas, je sais pas. Puis c'est peut-être aux jeunes générations de trouver la solution.